et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro bucolique, sauvage, authentique, une expérience inoubliable. Vous les avez reconnus, ce sont les mots M-O-T-S du tourisme. Et aujourd'hui, on les décrypte avec notre invité, Lorenzo De Villa. Bonjour. Bonjour, buongiorno a tutti et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de linguistique française à l'université de Sassari en Sardaigne, responsable de la licence en médiation linguistique et culturelle, également responsable du projet de recherche financé par la Fondation de Sardaigne en plurilinguisme, développement durable et patrimoine culturel. Et actuellement, vous êtes professeur invité de l'Université de Corse dans le cadre de la chaire UNESCO Devenir en Méditerranée. Ouf, j'ai rien oublié, ou presque. C'est ça. Merci. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur toutes ces casquettes. Mais en attendant, Lorenzo, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous? Je vous remercie pour cette belle question. En fait, je vais vous répondre en citant un roman d'un écrivain français qui me tient particulièrement à cœur, Jean-Marie Gustave Leclésio, qui, dans Le Chercheur d'or, dit du plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer mêlée au vent, et moi j'adapte au contexte méditerranéen et au parfum de l'hélichrysome. C'est ça qui a bercé en fait mon enfance. C'est le clapotis en fait des bateaux amarrés au port. Voilà. Alors, cette poésie est peut-être ce qui attire les visiteurs qui se pressent chaque année en nombre en Méditerranée. On parle de 200 millions de personnes chaque année en moyenne. Et on pourrait croire que les destinations méditerranéennes se suffisent à elles-mêmes pour se vendre, tellement leur attractivité naturelle est grande. Mais ce serait mal connaître le secteur et l'industrie du tourisme qui a ses codes et son langage. En tant que linguiste, comment avez-vous fait des mots du tourisme votre sujet d'étude, et surtout quel rapport faites-vous entre langue et tourisme? En fait, il y a un rapport très étroit parce que la communication est fondamentale dans le domaine du tourisme, et donc en fait je me suis dit pourquoi pas voir, prendre ça comme objet scientifique, et donc j'ai commencé par voir comment par exemple les Français voient la Sardaigne, comment les guides français décrivent la Sardaigne, et donc à travers quels mots, et donc évidemment il y a donc toute une série de, disons, de réflexions qu'on peut faire par rapport à ce langage. D'accord. Alors le tourisme a sa propre langue, en fait. Il peut rendre une destination, un lieu, un site plus sexy qu'il ne l'est en réalité. Oui, plus attractif. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. En fait, il y a des mots qui sont évidemment porteurs de sens pour les touristes ou pour les visiteurs, ceux qui se renseignent à travers les réseaux sociaux, donc à travers les sites internet. Là, on voit le site Olbia, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, j'ai étudié aussi ce site-là, qui est bien fait, oui. Parce que en Sardaigne, en fait, pas toutes les mairies, pas toutes les communes, en fait, ont un portail de communication touristique. Celui d'Olbia, effectivement, c'est un cas à part. Et quelle est la place des langues minoritaires dans la promotion touristique? En fait, il y a une place très importante parce que dans le passage du local au global, il y a toujours une tension entre marchandisation des ressources linguistiques et authenticité. De ce point de vue, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a une différence importante entre les sites, par exemple, institutionnels sardes et les sites corses. Disons que malheureusement, du point de vue sarde, la langue locale, le sarde est, disons, traité plutôt comme une déventure, pour ses valeurs symboliques et malheureusement pittoresques aussi. Par exemple, si on jette un coup d'œil sur les sites de la région sarde, on voit que, par exemple, les spécialités en langue régionale, avec les noms en langue régionale, sont donnés comme ça pêle-mêle. Il y a une simple énumération, et voilà pourquoi je parle de symbolique. Oui, on va y revenir plus en détail un petit peu plus tard. Mais il y a aussi des néologismes. On récupère la langue minoritaire et puis on en fait quelque chose de plus... Enfin, on dépoussière un petit peu au risque de la dénaturer. Et je me dis, voilà, en Sardaigne, il y a tellement de sardes différents. Comment on s'y retrouve? Ah oui, c'est clair. Après, évidemment, par exemple, si on prend la gastronomie, chaque village a évidemment ses spécialités. Bien et sûr. Voilà, c'est difficile pour le touriste qui ne connaît pas cette langue de s'y retrouver, effectivement. Et voilà. Alors, les langues minoritaires sont un trait et un attrait
culturelle. Encore faut-il, vous l'avez dit, hein, qu'il y ait une explication pour comprendre déjà la signification littérale du mot, ce qu'il signifie, le sens premier du mot, mais aussi son esprit, sa philosophie. Il y a plusieurs lectures. Tout à fait, oui. Le problème, c'est que, en fait, souvent, ces termes sont donnés, en fait, pour leur sonorité exotique. Hein. Donc, voilà, quand vous parlez d'attrait, c'est ça. Et malheureusement, il n'y a pas d'explication, donc, tournée vers le visiteur. Et donc, par contre, de ce point de vue, hein, j'ai remarqué quand même des différences entre la Sardaigne et la Corse du point de vue de la communication touristique. Par exemple, j'ai vu que dans par exemple le site Visit Corsica, oui. Hein, donc la langue, disons, la langue locale est traitée d'une façon plus sobre. Hein, donc on parle en général de produits du terroir, hein, et donc on mise plutôt par exemple sur le partage de ce produit, sur la rencontre avec les producteurs, dont on voit par exemple des belles images, oui. Les photos. On est plus sur l'expérience. Voilà, sur l'expérience. Voilà, c'est vraiment la nouvelle tendance, hein, oui. Donc dans le domaine du tourisme. Et je pense que la Corse est déjà là, la Sardaigne un peu à la rame. Alors justement, vous parliez de fêtes et de gastronomie. On va voir un extrait du site officiel du tourisme sur la Sardaigne, avec justement cette partie consacrée à la gastronomie. Alors on va reconnaître certainement voilà, quelques pâtisseries. On voit des pabassines, on en voit d'autres. Effectivement, oui, les noms sont juste cités et sans plus d'explications. On est un peu frustré. Ouais, bon, ça donne envie, hein, ça donne envie. Hein. Voilà, vous voyez ici, en fait, pabassinos, ossus de morto, panesap. Vous voyez, donc, c'est les sonorités, en fait, qui attirent, qui doivent, hein, dans l'esprit du site, tilikas, casquetas, etc. Vraiment, toutes ces spécialités sont énumérées pêle-mêle. Oui. Hein. Alors, ça sonne bien à l'oreille, oui. Mais on reste un peu sur sa faim, voilà. Sans mauvais jeu de mots, pour comprendre ce que c'est. Tout à fait, ouais. Où commence et où s'arrête la comparaison entre la Corse et la Sardaigne, s'agissant à la fois de l'utilisation des langues minoritaires pour promouvoir la destination et la stratégie touristique de manière plus générale? Mais déjà, en fait, il faut se dire que, par exemple, en Sardaigne, en fait, c'est la région qui gère la communication touristique, alors qu'en France, hein, donc, il y a une loi qui oblige en quelque sorte les communes, par exemple, qui ont des compétences en matière donc, de promotion du touristique. Et ça, on le voit justement parce que toutes les communes en Corse ont, par exemple, un portail touristique, alors que c'est pas du tout le cas en Sardaigne, où c'est vraiment laissé à l'initiative donc des différentes mairies. Il faut se dire aussi que, par exemple, le tourisme pèse hein, sur le PIB corse pour 39%, alors que donc ça pèse pour 16% environ donc du PIB sarde. Donc il y a une différence considérable, d'où le gros problème. Hein, je sais que c'est un sujet sensible en Corse de la oui. touristification. Voilà un néologisme donc du domaine du tourisme. Est-ce que la Sardaigne voudrait accroître sa part du tourisme dans son économie? Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Donc je pense, voilà, c'est un objectif. Donc je pense que notre sœur Corse, hein, comme on la dépeint souvent dans le discours touristique, pourrait nous apprendre des choses, hein, tout en gardant justement le côté authentique et donc oui. Voilà, essayer de ne pas dénaturer. Hein, vous parliez de la langue locale, donc essayer justement d'en faire un traitement qui ne soit pas folkloristique, hein, mais qui soit respectueux, hein, donc justement des terroirs et des gens qui y habitent. Qu'apprend-on d'une destination comme la Corse ou la Sardaigne à travers justement les guides touristiques? Ah ben, on apprend beaucoup de choses, hein, malheureusement. Vous savez que donc on part toujours à la rencontre donc de l'autre, hein, donc de sa culture, etc. Mais disons que cette rencontre est conditionnée souvent par des stéréotypes, des idées reçues qu'on a. Alors dans le domaine du tourisme, disons que cela acquiert quand même une connotation positive. Pourquoi? Parce que ça nous permet quand même de donner du sens à un monde qui autrement serait inconnu, inaccessible, etc. Hein. Est-ce qu'il faut malgré tout rester dans le stéréotype pour se conformer aux attentes des visiteurs? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ça c'est vraiment fondamental dans le domaine du tourisme. Il faut vraiment correspondre. C'est un exercice imposé. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et par exemple, je sais pas moi, quand on parle de la Sardaigne, voilà, on cite souvent cette culture à l'italienne et donc les stéréotypes sont véhiculés
articulé par des mots comme par exemple la dolce vita, le farniente. Vous voyez, donc ça donne envie pour un touriste. Après, bon, c'est vrai que on force beaucoup le trait, hein, mais il y a quand même un fond de vérité. Ou par exemple, quand on dit, voilà, les Italiens font la passeggiata. Alors pourquoi ne pas dire tout simplement ils font une promenade? C'est parce qu'en fait, la passeggiata, c'est donc une promenade particulière. Voilà, les Italiens se promènent toujours bien habillés sur leur 31, etc. C'est plus un défilé qu'une promenade. Voilà, on va dire ça, oui. Les guides ne font pas l'économie d'une certaine sardité ou corsitude, en tout cas. Non, malheureusement. On est en plein dedans. Voilà. Okay. Il y a toujours aussi des références, des comparaisons, parfois un peu simplistes, mais qui rassurent en fait le lecteur. Le lecteur, il a envie de dépaysement, mais il n'a pas envie d'être désorienté. Quand on va voir, voilà, on les voit à l'image. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit Alghero, c'est un petit air de Saint-Malo. Voilà. Alors là, on voit Alghero à l'écran, et puis on va voir Saint-Malo où on voit des cités fortifiées, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, les comparaisons sont très présentes en fait dans les guides touristiques. Ça rassure, comme vous venez de le dire. Et par exemple, qu'est-ce qui fait que voilà, Alghero a un petit air de Saint-Malo? Ben, ce sont les remparts. Donc la promenade, donc tout au long des remparts. Vous voyez, c'est vraiment un détail, mais ça rassure. Le marché des guides touristiques en France fait de la résistance, 7 millions de ventes par an. Et je parle de résistance parce que la concurrence est rude, parce qu'en face, il y a Internet et les réseaux sociaux et les blogs. Je pense notamment à Instagram où l'image remplace les mots, où 30 secondes sont parfois bien plus efficaces que tout un discours. Là, par exemple, on voit les pages, quelques publications Instagram du compte Sardaigne Official. 300 000 personnes les suivent et on voit, ça fait rêver et il n'y a pas forcément beaucoup de descriptions. Voilà, l'image suffit. Ah oui, c'est ça en fait. C'est un nouveau langage. C'est ça. L'image aujourd'hui en fait est prépondérante, hein, mais pas que dans la communication touristique. Disons, il y a aussi d'autres domaines, mais dans la communication touristique en particulier. Et surtout, en fait, ce qui a changé, c'est que en fait, les guides ne sont plus les seuls experts entre guillemets, donc auxquels on s'adresse. Aujourd'hui, en fait, on a envie, par exemple, de savoir ce que les gens qui ont visité la localité en disent. Et donc, il y a, si vous voulez, ce qu'un spécialiste du langage du tourisme, Graham Dan, appelle la démocratisation du langage du tourisme. On va en parler. Comment la langue s'est-elle adaptée à Internet et aux réseaux sociaux en particulier? Elle a dû s'adapter. Donc, par exemple, les stratégies de communication ont complètement changé. Donc, du point de vue vraiment du langage, par exemple, la façon de s'adresser au lecteur, par exemple, dans un guide, évidemment, c'est beaucoup plus sobre. C'est formel. C'est formel, alors que, voilà, sur les réseaux sociaux, en fait, ça a complètement changé. Donc, il y a une proximité, une connivence accrue. Oui. Et puis, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a les avis, les commentaires, les blogs qui font et défont les destinations ou les établissements. Le rapport est horizontal, on échange avec ses pairs. C'est ça. Mais, par exemple, je montre souvent à mes étudiants donc un exemple. On parle donc des nuraghi, que vous connaissez bien, donc les monuments sardes par excellence. Et ben il y a donc l'avis d'un blogueur qui dit une fois qu'on en a vu un, voilà, on les a tous vus, voilà, c'est qu'un amas de pierres. Alors vous voyez que évidemment c'est pas du tout la description qu'on s'attend. C'est sûr. Là on a vu à l'écran donc des avis plutôt positifs. Parce que ça peut être aussi très violent et pas forcément justifié. Donc là, on a pris les avis de la Taberna Sant'Ona Sassari. Vous connaissez, vous recommandez? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est bon. À l'occasion. Donc, oui, c'est très bon. Donc, on peut déguster des spécialités. Donc, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Très bien. Allez, Lorenzo, on l'a vu, les langues régionales évoluent, s'adaptent en fonction des messages et des interlocuteurs. C'est aussi le cas dans le domaine culturel, langue minoritaire et musique urbaine. C'est notre Zoom de la semaine. Et en plus, ça rime. Lorenzo, est-ce que l'expression en langue minoritaire ou régionale est
est-elle si surprenante que cela quand il s'agit de musique urbaine et de rap en particulier? Ah non, pas tant que ça, hein, parce que si on revient donc aux origines du rap, par exemple, hein, c'est un art contestataire, donc au départ, un art donc populaire et urbain surtout, hein, donc parce que on sait bien que les rappeurs et les rappeuses, hein, parce qu'il y en a aussi, hein, donc ont un rapport, disons, très fort avec l'espace, hein, donc par exemple les tours d'immeubles, les cités, les quartiers. Je suis le quartier, je rappe à proximité. Oui, c'est territorial. C'est territorial, c'est très territorial. Et donc cet aspect-là, donc on le retrouve aujourd'hui donc dans les chansons de rap en langue minoritaire. Il y a des exemples, donc disons que des identités plurielles s'expriment à travers le rap, et donc ce côté contestataire est bien présent. En fait, ces langues combinent le fond et la forme. Elles-mêmes sont minoritaires et véhiculent un message qui, à l'origine, et depuis ça a un petit peu évolué, mais en tout cas qui dénonce les inégalités, les discriminations, dont elles peuvent souffrir également. Tout à fait, oui, parce que quand on parle de langue minoritaire, hein, souvent c'est aussi dans des cas de minoration, comme on l'appelle. Hein, donc ce sont des langues minorées, c'est-à-dire qui souffrent, sont en souffrance, etc. Et donc le rap vraiment fournit en fait l'outil, hein, donc qui permet justement de revendiquer et donc de contester certaines situations. Lorenzo, je vous propose de regarder l'extrait d'un clip d'un collectif corso-sarde. On regarde, on en parle après. Quando l'inferno non è ruglio ma tricolori, quando una benda di mori non l'hanno in capo, quando un fratello paglia fora travagliatori, sopra le navi, commenti risciavi, quando fego in chissà terra la menazioni, quando la magno la piccola e recudrente, quando si pinti me fratello e saluta la nave, futte spirituali, surano in ciavi, cinque umori, due soli, due nazioni, di lume mediterraneo, i padroni, nero capo, cinque umori. I champagne rugori, chi bruciano i banderi tricolori, indipendenza a quali mori. Si pisano contro l'oppressione, incatenati dall'amore, qui ci sono i cinque mori, occupa la libertà, senza spita, sentenza Futa e spiritual, lottando per l'indipendenza. Il s'agit du rappeur Futa di Sassari, aux côtés des Corses de Spiritual. Le titre, c'est Cinque Mori, qui scande les dérives des deux terres. Un titre de 2012, mais toujours d'actualité. Ah oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est vraiment un cas très particulier et très intéressant, parce que souvent, en fait, on parle de ce jumelage entre les deux îles, hein, et là, vraiment, ça se décline donc en musique, en chanson, Q plus est, donc en mélangeant français, donc sarde dans sa variante sassaraise, hein, donc, et corse. Donc, c'est tout à fait un cas exemplaire, hein, de cette nouvelle mouvance. Donc, en Corse, il y a aussi d'autres rappeurs. Je pense à ACP, par exemple, ici à Ajaccio, donc, qui chantent en Corse. Et donc c'est vraiment intéressant. Donc je pense que c'est vraiment une nouvelle vie aussi, hein, pour le rap. Et il y a des espaces à prendre donc de la part de ces jeunes. Oui, et puis une nouvelle vie aussi pour les langues régionales. C'est ça, tout à fait. À travers la chanson, je pense que la chanson peut aider beaucoup, hein, surtout dans une situation où aujourd'hui, en fait, la transmission familiale est un peu en détresse. Hein, donc la langue ne se transmet plus. Malheureusement, c'est un peu plus le cas de la Corse, moins en Sardaigne, mais ça se transmet plus donc de façon intergénérationnelle, et donc il faut revenir donc il faut investir à d'autres domaines comme celui de la musique. De la musique urbaine pour le coup, ça touche les jeunes. Alors Futa est d'ailleurs produit par Corse Bros Prod, une production ajaxienne me semble-t-il. On a un petit peu de temps, oui. Alors on regarde un extrait de son titre, aidez-moi ou corrigez-moi, Baci dall'Interno. Eh oui, c'est ça, tout à fait. Certo, benissimo. Benissimo, on regarde. Veloci la fatica d'una sfida stracca, in cui pura ferita d'una vita macca, in cabo pensamenti semplifici riegni, l'unica cosa bionda chi ve la busciaccara, ed è lontane tu piagni che fontana, era ventana balabria maragana, non t'ha compreso era chiamata bagassa, ma non t'ha preso si sia andata di casa, hai imparato un mondo a rustilleri, non veci ma zitto un campato da rimbriacheri, e tu contava fauri parocchi imparauri veri, magnava gaure nanta nattaura domi sinceri, e se crescendi solo in carriera giughendi a fuba, crescendi te ma te si sempre impari a ratto futta, a batti intendi peso, a bacchi l'aria è brutta, di 10 anni da fanni da fuga, 31 a Cuba, in te me cumpa,
Era provincia che si greba piano, comincia da Rugori e a Sabbiano piano. Finza quando non intendimmo nulla, qua dei 30 che sta Cuba che era fini amo. Baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno. Baci dall'intorno infusi di lintori, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno, baci dall'intorno. Alors, Fouta qui signifie... Ah ben c'est la rage, le seum aujourd'hui on dirait. Le seum, très voilà, bien. hein, donc c'est ça. C'est en fait dans la variété de Sarse. Hein. Et la scène rap en Sardaigne est particulièrement dynamique, parce que je crois qu'il y a des battles qui sont organisés. Racontez-nous oui, ça. tout à fait. Vous avez participé d'ailleurs. Voilà, donc on a organisé à Sassari donc, le 19 mai justement une journée d'études sur le rap, et il y avait une communication sur les battles, sur ces joutes, donc justement qui ont eu lieu à Sassari, dans des quartiers de Sassari. Il y avait par exemple ces rappeurs Fouta, mais d'autres aussi. Il y avait aussi des rappeurs de Cagliari. Alors ça arrive pas souvent que Cagliari et Sassari se mettent ensemble parce qu'il y a une certaine rivalité. Voilà, ça arrive. C'est étonnant. Voilà, Bastia, Ajaccio, près, oui. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, en fait, ils se sont rassemblés autour donc de la musique de battle, de ces joutes oratoires, donc qui sont justement très vivantes, et donc ça fait vraiment disons l'expressivité du rap actuel. Donc on en a parlé lors de ce colloque qui était en fait consacré aussi aux femmes, donc à la voix des femmes dans la Méditerranée et dans le rap méditerranéen. Et est-ce que c'est la même langue entre Cagliari et Sassari? Non. Et vous savez, disons que d'un point de vue socio-linguistique, la Sardaigne est très riche, donc il y a plusieurs variétés. Il y a aussi des variétés qu'on appelle alloglottes, c'est-à-dire le catalan par exemple, ou le tabarquino, c'est-à-dire le génois, donc qui est parlé dans une petite île, donc au sud de la Sardaigne. Oui. Donc c'est très riche. Mais est-ce qu'ils se comprennent, ces rappeurs, quand ils échangent? Mais je pense qu'ils se confrontent. Je pense que oui, il faut faire marcher ce qu'on appelle l'intercompréhension linguistique. Donc là, c'est une même famille linguistique. Donc voilà, si on prête bien l'oreille, il faut s'efforcer. Et puis l'intention aussi. Voilà. Et en plus, c'est de la musique, donc c'est pas vraiment le texte qui compte, mais il y a aussi la musique. Lorenzo, le mardi 30 mai, l'Université de Corse, dans le cadre de la chaire UNESCO Devenir en Méditerranée, nous proposera un voyage dans le temps afin d'imaginer les futurs de la langue corse en 2050. Voilà, i futuri di lingua corsa. Donc j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas. Absolument pas. Voilà, c'est ça. Donc les collègues qui travaillent sur la langue corse vont réfléchir donc à ce qui va se passer, donc par exemple dans 50 ans, donc concernant la langue corse. On sait que voilà, il y a, comme je le disais tout à l'heure, donc un problème de transmission donc intergénérationnelle, mais il y a aussi ce qu'on appelle des nouveaux locuteurs, donc des néolocuteurs, donc qui apprennent la langue corse à travers, par exemple, des cours donc pour adultes, donc à travers la culture, la musique, la littérature. Donc je pense qu'il y a quand même encore de l'espoir. Oui, voilà, vous êtes optimiste quant à l'avenir des langues minoritaires et régionales, parce qu'on sait que toutes n'ont pas le même statut, la même protection, la même diffusion. C'est ça, par exemple, si on pense au cas de l'Italie, où il y a une loi, donc la 482, qui protège les langues minoritaires, mais par exemple, en Sardaigne, le sarde n'est pas enseigné donc systématiquement à l'école. Tout est laissé à des projets, donc des initiatives sporadiques. Par exemple, là maintenant, la région a lancé un gros projet donc de scolarisation en sarde, mais sur le terrain, en fait, ça tarde quand même à se réaliser. Oui. C'est l'heure de la bande originale. Lorenzo, vous avez choisi une voix féminine sarde pour conclure cette émission. Bides tue su mare de Marisa Sagne, qu'on pourrait traduire par Vois-tu la mer? Vois-tu la mer. Vois-tu la mer. Parlez-nous de cette très très belle chanson. En fait, c'est une chanson en fait qui date des années 90, donc c'est plutôt disons mon adolescence. Donc, mais je l'ai choisie parce que comme j'ai ouvert avec la citation de l'Ecclésio, la mer, etc. Je voulais terminer donc sur ces vers donc dans
un poète sarde que Marisa Sani a repris et a chanté. Alors, la chanson est en sarde, mais après, il y a une partie en italien. En italien. Comme quoi, les langues peuvent cohabiter, c'est pas du tout impossible. C'est même recommandé, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. En tant que linguiste, je dis que oui. Quel sera le prochain grand rendez-vous pour vous? Donc là, il y aura donc, je vais compléter mon séjour ici à Corté, à l'université, et après je vais reprendre donc mes obligations à Sassari, donc voilà. Très bien, on suivra tout ça. Lorenzo De Villa, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou en replay sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup, salut. Sal brillan continuo de viajeres, de joyas, de amore, mai funda susino, cale fundo de mare, un dolore, si sta misterioso da neu.